Dans cette première partie, nous vous proposons un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité et à la situation politique au Togo. Le live est animé par Joël, activiste béninois engagé aux côtés du peuple togolais, qui reçoit cette fois-ci M. Kwasi Clousset, coordinateur des groupes Alto, Falto et Flito. Ensemble, ils reviennent sur les derniers développements de l'actualité togolaise et proposent une lecture des enjeux auxquels le pays est confronté. Au cœur des échanges, la situation politique actuelle, les stratégies envisagées par les acteurs engagés dans la lutte et la question de savoir comment le peuple togolais pourrait parvenir à provoquer un véritable changement politique face au régime de Faure Gnassingbé. Dans cette première partie, plusieurs sujets importants sont abordés, avec des analyses, des prises de position et des pistes de réflexion qui méritent toute votre attention. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette première partie afin de découvrir l'essentiel des échanges entre Joël et Kwasi Clousset. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo autour de vous pour permettre à d'autres personnes de suivre l'actualité du Togo. Chers amis, alors vous avez monsieur Kwasi Clousset, il est avec nous. Togo, entre tribalisme et volonté de démocratie. Monsieur Kwasi Clousset, bonsoir. Bonsoir, salut Joël. Et salut aussi à vos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivront après. Et je les salue. Merci beaucoup à vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, rapidement, je suis Pierre Bernard, Maoué Kwasi Clousset. Kwasi parce que je suis né un dimanche. Et Pierre Bernard parce que je crois mon père et ma maman ont fait la guerre pour me trouver un nom. Donc l'un a pris Pierre et l'autre a pris Bernard et ça a fait un nom en fait collé, Pierre Bernard. Et finalement ils ont ajouté Maoué dans les années où on devrait passer nos examens sous Oyadema, qui voulait qu'on fasse l'authenticité au Togo. Et donc, on change de nom. Alors moi, à l'époque, j'étais grand, donc je voulais mon propre nom qui était Maoulaoué. Et quand je suis allé voir mon père avec, il a dit non. Maoulaoué, ça veut dire Dieu va faire. Mon père a dit c'est pas un bon nom, que je ne dois pas prendre ce nom. Il m'a donné Maoué, qui veut dire Dieu a déjà fait et c'est à nous de continuer ses œuvres. Donc c'est un nom de, je dirais, de sage qu'on m'a trouvé. Mais en grandissant ensuite, j'ai trouvé un autre nom, puisque je suis artiste peintre aussi. Donc vous savez, les artistes, ils se trouvent toujours des noms. Si c'est pas des artistes écrivains, alors ils ont des noms de plumes. Mais si c'est des artistes comme moi qui faisons la peinture, on se trouve un nom quand même. Et là, j'ai fait une connexion avec mes deux noms, Pierre Bernard, et pour en faire un peu italien, voyez-vous, un peu à la Picasso. J'ai fait Pierre Bino, qui est actuellement mon nom d'artiste. Donc, je signe mes tableaux Pierre Bino Clousset. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Kwasi Clousset. Alors dites-nous, monsieur Kwasi, est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois à un être supérieur, quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que il faut pas qu'on se trompe. Dieu ne peut pas avoir un seul nom, puisque nous parlons plusieurs langues. Mais nous tous nous reconnaissons, quelle que soit nos nationalités, quelle que soit la langue que nous parlons. Et ça, c'est aussi un mystère. Pourquoi nous parlons différentes langues? Pourquoi pas une seule langue pour tous ces humains-là que nous sommes? Ça veut dire qu'il y a un mystère là-bas. Dieu s'est révélé à ses créatures, je peux dire, à son peuple, sous diverses formes que nous voyons dans nos visages d'ailleurs. On ne se ressemble pas, même deux jumeaux ne se ressemblent pas. Ça veut dire que Dieu qui nous a créés, il a caché quelque part dans ce mystère-là, un mystère que moi j'appellerais le mystère de la diversité, qui en fait, si on l'approfondit, peut nous permettre à tous les fils de Dieu que nous sommes, que nous soyons japonais,
Chinois, Français, Américains, qu'on ait des couleurs bleu, jaune, vert, parce qu'on ne sait jamais, hein, on pourra trouver d'autres hommes sur Mars ou ailleurs qui soient de couleur verte. On ne sait pas encore. Donc, toutes ces créatures de Dieu-là, dans leur diversité, eh bien, Dieu s'est caché dedans. Et on ne peut pas dire que Dieu est... On dit il est unique, c'est vrai, c'est le grand Manitou chez les Indiens d'Amérique. C'est le grand Mahou chez moi, dans mon village Abel, là-bas. Et c'est quelque part Dieu pour le français, Allah pour les musulmans. Mais je crois, oui, en un être supérieur, puisque je peux, sciemment, à des moments où je me cherche, comprendre que j'ai des limites. Et je n'arrive pas, avec ma petite cervelle, à expliquer cet univers-là où nous vivons, qui est tellement dense et qui continue de grandir, je peux dire. Les gens ont sorti des thèses, on parle de Big Bang, on se demande comment l'univers a été créé, mais personne n'a en fait la vérité. Vous comprenez? On continue d'explorer, on continue de chercher à comprendre. Donc je crois qu'en un être suprême, peut-être il est multiple, mais il est un. Et c'est là aussi le mystère. Je crois en tout cas à un être supérieur. Voilà. Merci beaucoup à vous, c'est bien dit, ça a été tellement bien détaillé. Et je voudrais vous demander si vous croyez en cet être supérieur. Est-ce que vous pensez que cet être, il est juste et que tout ce qu'il a créé est parfait? Et Dieu, à mon avis, est parfait. Au point que nous n'arrivons pas, nous, à appréhender, et je vais utiliser un mot peut-être qui n'existe pas, nous n'arrivons pas à appréhender sa perfectude. Et c'est pour cela, il nous arrive des choses, on croit que c'est le mal, que c'est mauvais, alors que 2, 3, 4 ans plus tard, on se rend compte que c'était la perfectude en fait. Et parce qu'on n'a pas maîtrisé au départ, on peut se mettre à juger. Et là, je vous dis tout de suite, moi, je suis quelqu'un qui ne juge pas. Je ne juge pas l'homme. Et moi-même, je ne me vois pas avec des limites. Je ne me donne jamais des limites. Que ça soit, comme on dit, vers moins l'infini, je tends toujours mes ailes vers cet infini-là. Et quand c'est plus l'infini aussi, je cherche à aller très loin. Ça veut dire que qu'on le considère négatif ou positif, je peux faire quelque chose de très mauvais selon les gens qui en fait pour Dieu est très très positif. Ok? Je peux par exemple, je donne rapidement un exemple. Oui. Et on nous dit de ne pas tuer. Hein. De ne pas tuer. Voilà. Et je vois récemment, et surtout en Amérique là où moi je vis, des enfants qui viennent avec, c'est pas, des mitrailleuses et qui tirent dans toute une foule. Et quand quelqu'un leur enlève la vie, eh bien là, on nous dit que la personne a sauvé des vies. Mais pour sauver des vies, il a fallu qu'on tue cette personne qui était en train de retirer des vies humaines. Raison encore pour vous dire que je ne peux pas juger. Tout ce que Dieu fait est bon. Ok, merci beaucoup à vous. C'est justement ça qui va nous permettre de lancer ou bien de relancer notre débat. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles le peuple togolais se retrouve en ce moment, les conditions dans lesquelles le peuple togolais se retrouve depuis plus de 60 ans ou depuis 1963, est-ce qu'on peut dire en réalité que c'est parfait, que ce peuple mérite de vivre dans cette condition-là, ou bien dans ces conditions-là? Vous avez donné des dates, je peux dire, une certaine année. Et si on retourne à ce qu'on disait tout à l'heure, la même année que nous considérons, on peut dire l'an 2000, n'est pas la même année chez les musulmans, par exemple. Oui. Et pourtant, nous vivons sous le même soleil, au même moment,
dans le même siècle. Ça veut dire que, et là, je ne veux pas rejoindre la théorie de Einstein, la relativité. Mais c'est comme cela, il faut voir les choses. Peut-être que actuellement, là, à l'heure où je vous parle, qu'on me coupe la langue si les gens n'ont pas aimé, peut-être que celui-là que nous méritons actuellement, c'est Faure Gnassingbé, pour que, à travers la misère qu'il nous colle, le Togolais puisse mûrir et comprendre plus tard, quand Faure Gnassingbé ne serait pas là, eh bien, la douceur peut-être de cette démocratie-là qui viendrait après Faure Gnassingbé. Donc c'est, je peux dire, ma relativité politique. Monsieur Clousset, vous avez remarqué, vous avez vu, par où j'ai commencé par poser des questions, juste à ce que nous sommes entrés, puis c'était préparé dans ma tête de cette façon. Parce que, vous savez, je crois en quelque chose. C'est vrai que sur le plan physique, sur le plan matériel, nous disons oui, il faut que les dirigeants changent pour que le pays puisse changer. Voyez-vous? Mais en réalité, lorsqu'on rentre dans la spiritualité, lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, on dit chaque peuple en réalité mérite ses dirigeants. Oui. Et c'est la vibration, c'est la mentalité, la façon dont les gens pensent de façon individuelle dans un pays, c'est l'addition, la multiplication de tout ça qui donne naissance à un certain type de dirigeant. Pour faire simple, lorsqu'on prend le peuple togolais dans sa globalité, dans sa généralité, dans sa diversité, c'est en réalité la façon dont les Togolais pensent, leur caractère, la façon dont ils se sentent. C'est ça en réalité leur vibration qui permet cette dictature, qui permet ce groupe d'individus qui a pris ce pays-là en otage depuis des années. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Dire que je suis d'accord avec, il faudrait que je l'explique un peu mieux pour que chacun juge s'il est d'accord avec. On parle souvent de collectivité. On parle souvent de conscience collective. Mauvais, on va le dégager comme ça. S'il vous plaît, applaudissez, applaudissez. Écoutez ce message de sagesse de Monsieur Clousset, s'il vous plaît. Je parle de conscience. Voilà, je parle de conscience collective. Et je dis que s'il arrivait qu'à l'instant T, on parle d'aujourd'hui donc, que par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, les Togolais se rendent compte que leur dirigeant, et je parle là de M. Faure Gnassingbé, il est mauvais. Quand ça va rentrer dans la conscience collective qu'il doit partir, qu'il faut le dégager, ça sera fait comme un clic à l'instant. Donc c'est donc dire que tout le monde n'a pas encore compris ou n'appréhende pas que le dirigeant que nous avons actuellement est, disons, mauvais. C'est pour cela qu'il est toujours là. Et je m'explique mieux. Vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux des gens qui ne jurent que par Faure Gnassingbé. Ils mourront pour Faure Gnassingbé. On a beau me dire qu'ils sont minoritaires. Mais vous avez aussi des gens qui aujourd'hui se disent non, Faure Gnassingbé n'est pas mon président. Je suis de ceux-là, je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il n'est pas mon président. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses qui ne vont pas avec moi, mon goût, ou bien moi, mon humilité à l'endroit de notre peuple. Je trouve qu'il abuse le peuple. Si nous étions nombreux à réfléchir comme moi, Kwasi Clousset, vous verrez que le nombre et la conscience que nous avons de la réalité là fera notre conscience collective et nous serons en majoritaire, nous serons en majorité ceux-là qui voudraient faire partir Faure. Et comme je le dis, quand ça va arriver que la conscience collective va dépasser ce que nous voulons là, le négatif que représente M. Faure Gnassingbé, il va partir à l'instant. C'est que pour le moment,
Et je vais être très réaliste. Certains sont que dans le béret, on vient, on parle, on insulte, et on est content, on se défoule, on repart. Mais c'est quoi la solution? Attendez là, s'il vous plaît, monsieur Kwasi, s'il vous plaît, attendez là. Vous voyez, j'ai remarqué quelque chose. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens, beaucoup de Togolais sur les réseaux sociaux. Oui, Faure Gnassingbé doit partir. Mais nous n'allons pas en réalité, tout au long de ce live, de ce débat, nous n'allons pas parler de Faure Gnassingbé en tant qu'individu, mais nous allons parler du système qui est en place au Togo, du système qui a emprisonné le peuple togolais. Lorsqu'on parle du système, je crois que c'est plus scientifique. Lorsqu'on parle d'un système, c'est plus scientifique que de parler d'un individu. Je suis d'accord. Faure Gnassingbé en lui-même, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. S'il est là, c'est parce qu'il y a les uns et les autres qui profitent de ce système, qui encouragent, qui embellissent ce système pour que ce système puisse continuer à s'enraciner. Maintenant, lorsque nous regardons les débats sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que ce qui manque aujourd'hui, c'est vrai que les uns et les autres veulent le changement. Lorsqu'on prend le CNCC, lorsqu'on prend les gens du manifeste, lorsqu'on prend les jeunes du M66, lorsqu'on prend les blogueurs, lorsqu'on prend les jeunes, tout le monde, en tout cas, chacun parle. Ils veulent le changement. Mais est-ce que la conscience collective des Togolais, est-ce que cette conscience est prête aujourd'hui pour ce changement-là? Parce qu'une chose est de vouloir le changement, mais autre chose, c'est de travailler, c'est de faire des sacrifices qu'il faut pour que ce changement-là puisse arriver. Parce qu'il ne suffit pas de dire nous voulons le changement, nous voulons le changement. Si vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut, mais ce changement-là n'arrivera jamais. La belle preuve, regardez l'Afrique. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, on a toujours voulu le développement. Il y a des pays qui étaient au même niveau que nous il y a 60 ans. Mais ces pays sont aujourd'hui des puissances. Ces pays-là sont bien développés. Il fait mieux vivre là-bas. Cela veut dire qu'eux, ils ne se sont pas contentés de dire « nous voulons le changement », mais ils ont travaillé, ils ont fait les sacrifices qu'il faut pour avoir ce changement. Oui. Impression aujourd'hui, puisque vous venez de parler des bérets sur les réseaux sociaux, des attaques personnelles, des attaques individuelles, lorsque pour être sincère avec vous-même, est-ce que vous ressentez que dans cette conscience collective des Togolais, est-ce que les Togolais sont prêts pour ce changement? Monsieur Kwasi. Je vais vous répondre, mais je vais d'abord aller sur votre début de thèse, donc le système dont vous avez parlé. Juste pour vous confirmer que avant Faure Gnassingbé, il y avait son père, il y avait le général Gnassingbé Eyadema. Et on déplorait déjà sous Eyadema la vie des Togolais. Et on a cru que s'il part, si Eyadema est dégagé, ça serait mieux pour nous. Voilà que Eyadema est parti. Et le système est resté. Parce que Eyadema n'est pas parti avec le système. La preuve, il y a des gens qui ont servi le père, Eyadema, et qui sont encore toujours vivants et en train de servir le fils. C'est vous dire que le système n'a pas changé. Et maintenant, pour continuer, quand je prends juste l'exemple d'une ampoule, quand vous avez une ampoule dans votre maison qui s'éteint, qui n'allume plus, et vous avez besoin de lumière, qu'est-ce que vous faites? On va acheter un autre et on le change. Et dans sa tête, on ne se pose pas la question de savoir si au lieu d'une ampoule, on va mettre, je sais pas, un clou. On sait qu'une ampoule, c'est une ampoule, ça doit être changé par une autre ampoule. Et dans notre conscience, dans notre tête, on ne se pose donc pas beaucoup de problèmes, de questions, je veux dire. Or, allant donc dans le sens du béret, tout ce que vous avez développé, vous verrez que nous voulons le départ du système. Nous voulons le départ de M. Faure Gnassingbé et son système. Et des gens prennent tout leur temps à ne parler que béret, à l'insulter par exemple, comme si en l'insultant, ça allait le faire partir. Une ampoule est morte. Au lieu de changer l'ampoule, vous êtes là à insulter la lumière qui n'est plus là.
à dire pourquoi j'ai pas de lumière. Au lieu de sortir, aller acheter une ampoule et la changer pour avoir la lumière. Ça veut dire que nous savons un peu ce qu'on doit faire aujourd'hui. On sait qu'on doit dégager le système. Mais dans la conscience collective, c'est pas encore réglé. Les gens même doutent. Les gens, beaucoup doutent si on peut vraiment le faire partir. Raison pour laquelle, quand les gens viennent avec une méthode, au lieu qu'on discute la méthode, qu'on développe la méthode, et qu'on sort, disons, ce qui n'est pas bien de cette méthode pour aller au parfait, je viens encore à ma parfaitude, pour aller au parfait et régler le problème, ben on préfère tourner autour du pot parce qu'on n'a pas cette volonté, on n'a pas cette conscience-là qui est éveillée, qui nous dit, ben, le gars là, il doit partir. Je vous assure que c'est là où on est aujourd'hui. Sinon, faire partir, comme je l'ai dit, le système n'est pas du tout compliqué. Il suffit de s'entendre sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, je peux vous dire que les Togolais ont la science infuse pour faire cela. Sauf que dans leur cœur aujourd'hui, certains disent, ah, on va faire partir Fogna Singbe et qui va venir à sa place. Si ce n'est pas moi, alors ça ne doit pas être Kwasi Kloussé non plus. Voilà où on en est en fait. Ça a été tellement bien dit que je voudrais vous dire, est-ce que vous croyez ou bien est-ce que vous pensez que le tribalisme, le régionalisme fait partie des forces qui encouragent cette dictature? C'est-à-dire, oui, comme lui, il est de mon bord et puis c'est lui qui est là, ce qui est sûr, certains gens profitent et puis notre communauté en profite. Le mieux, c'est de le laisser au lieu de chercher un lendemain meilleur pour tout le pays. Est-ce que vous croyez que le tribalisme joue un rôle important dans cette dictature? Ok, je ne sais pas si il est bon que je réponde oui ou non, mais je vais répondre par des exemples. Par des exemples. Et là, je prends moi, je suis de Bay, je suis du sud du Togo, je suis de Lomé. Je prends quelqu'un à Dapaon, par exemple, ou bien je prends quelqu'un à Kara, il est Kabie. Mais malgré que nous sommes sur le même territoire, on me dit que celui-là qui est aussi noir que moi, qui a pratiquement les mêmes cheveux que moi, qui n'est pas blanc, on me dit qu'il est différent de moi parce qu'il parle une autre langue que en fait je peux, si je veux, comprendre. Ça veut dire que le problème en fait ne se pose pas en tant que tel dans le tribalisme puisqu'on peut se comprendre. Nos parents à l'époque ont quitté le sud, sont allés enseigner au nord. Ils ont pris que le français et après ils ont compris la langue du milieu. Pourquoi il n'y a pas eu de tribalisme à cette époque-là? Ça veut dire que le tribalisme dont on parle, et là je vais vous le dire clairement, n'existe pas au Togo. Quand je le dis, les gens vont croire que je spécule. Mais c'est pour cela que j'ai voulu donner l'exemple. Le tribalisme existerait si je vais à l'hôpital me faire soigner par un cabier et qu'à chaque fois que, parce que je suis du sud, je vais, mes parents ils sont du sud, on les tue un à un, on les dit un à un. Le gars du nord, il ne veut pas les voir, vous comprenez, il exerce vraiment le tribalisme, il l'utilise. Or, on n'a pas cela. Si vous voyez le Togo, des gens, moi j'ai quitté le Lomé pour aller passer mon bac à Kara. Beaucoup ne le savent pas. J'avais d'abord échoué à Lomé et on nous disait qu'il y a le bac de rattrapage, un truc comme ça. Mais c'était à Kara à l'époque, je suis allé à Kara. Je n'ai pas eu de problème, j'ai dormi à Kara avec des gens que je ne connaissais pas, juste parce que on m'a dit, tu peux dormir chez eux. Je suis allé au nord, j'ai passé mon bac à Kara, à Chaminade. Et je n'ai pas vu de tribalisme. Et donc, le tribalisme dont on parle, je peux vous l'expliquer comme une division politique instaurée sciemment
instauré entre griffes parce qu'on nous le fait croire. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Pourquoi je dis que ça n'existe pas? Je vais encore le préciser. Je suis de Baie et j'ai vu des Kabyles venir parce qu'ils sont de mon quartier. Quand mes parents sont morts, je les ai vus dans notre home, quoi. Ils sont venus dans la maison des Baie. Attendez, monsieur Kwasi, lorsque vous l'expliquez de cette façon, ce n'est pas, lorsqu'on parle du régionalisme, ce n'est pas que ces effets-là, on les voit, les gens sont divisés et puis se battent. Nous ne sommes pas dans une guerre ethnique. Nous ne parlons pas d'une guerre ethnique. Mais lorsque vous êtes togolais, que vous êtes sur le territoire togolais, est-ce que vous ressentez quand même, au fond des gens, vous savez, on se dit, oui, lui c'est mon frère. Lui c'est vrai, nous sommes tous togolais. C'est vrai. Nous savons tous que nous sommes tous togolais. Mais est-ce qu'il y a ce sentiment-là? Oui, lui, après tout, lui, il est mon frère. Il est mon frère. Et quand dans l'administration, est-ce qu'on ressent ça? Quand on rentre par exemple dans l'armée, est-ce que pour faire la promotion des gens, est-ce que vous ressentez que on essaie quand même, c'est vrai, parce que c'est un pays. Mais est-ce que derrière ça, vous ressentez ce sentiment que les gens de la même région essaient quand même de se privilégier, même si on sait que nous sommes dans un pays? Est-ce qu'il y a ça? Puisque moi, je peux vous le dire, dans un passé récent, c'était... lorsque vous venez par exemple au Bénin, c'était vivant. Et cela s'expliquait même par les multitudes de partis politiques qu'on avait au Bénin. C'est grâce aux réformes de système partisan que l'ex-président Patrice Talon et son gouvernement, ils ont instauré. C'est grâce à ça aujourd'hui que nous sommes en train de voir que le régionalisme est en train de s'effacer de la politique au Bénin. Malgré que le Bénin est en train a connu l'alternance depuis des dizaines d'années. Bon, le tribalisme là, qui serait naturel, je dirais, donc on peut voir, ça n'existe pas. Le tribalisme dont vous parlez et qu'on a l'impression qu'il existe au Togo a été construit. Ça a été construit d'abord par les colons pour nous diviser, parce que c'est sur cela que eux ils ont surfé. Diviser pour mieux régner. Si la langue ne vous divise pas, si la religion ne vous divise pas, si la culture ne vous divise pas, ben aujourd'hui on est même allé jusqu'à faire marier les hommes entre les hommes, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas être divisé en fait. Bref, c'est pour vous dire que ça a été construit. On a à un moment donné, parce que à l'époque, si je parle un peu de l'histoire du Togo, quand Eyadema a assassiné le père de l'indépendance et qu'il est venu, il a rassemblé ses amis soldats. Ses amis étaient du Nord. Donc, pour être sûr qu'il pourra mener son affaire, ben, il a mis dans son gouvernement à l'époque beaucoup de gens du Nord. Voilà. Après, et ça c'est parce qu'il veut se protéger en fait. Voilà. Il s'est sécurisé. Vous ne pouvez pas être avec des gens que vous ne connaissez pas bien, surtout en matière politique. On veut vous assassiner, on vient le dire dans sa langue, juste derrière vous, et vous ne comprenez pas la langue, vous serez assassiné. Donc, je serais à la place de Eyadema à l'époque. J'aurais fait pareil, mais ça ne veut pas dire que mon ami ou bien mes frères du Nord sont mes ennemis. Non, c'était une manière de se protéger. Et après, ça a pris de l'ampleur parce que le pays commençait par grandir, l'armée devait grandir, et ensuite l'administration, la même chose dans l'administration. Mais si je saute l'histoire et que je viens à notre époque, à aujourd'hui, prenez le gouvernement de M. Faure Gnassingbé. Combien de Kabyles, par exemple, vous voyez dedans? Ou bien combien de gens, disons, d'Agou, de Palimé, puisque sa maman est de là-bas, vous voyez dedans. Sinon que c'est un groupe de toutes nos ethnies, même des étrangers, mais c'est un groupe de mafia. C'est des voyous qui se sont rassemblés. Il n'y a pas de tribalisme. Ils vont nous dire qu'il y a le tribalisme. Mais eux, c'est comme ça, ils nous divisent. Mais finalement, ils se reposent sur ça, puisque la dernière fois, quand ils ont fait la fête là-bas, ils sont partis dire aux jeunes que non,
si vous les supportez et que Fort Gnassingbé tombe là, et ils vont vous faire souffrir, mais ils utilisent ça en réalité. Et il faut surfer sur ça. Je serai à sa place, je vais surfer. Ça, c'est sa protection. Alors, les esprits faibles vont rentrer dedans. Mais ceux qui ont compris, moi, que ça soit au Togo, que ça soit en dehors du Togo, et là, je ne vends pas la mèche, hein. Combien de mes frères du Nord j'ai amené au tribunal ici? Pourquoi? Parce que quand j'étais venu aux États-Unis, je faisais mes démonstrations et donc j'étais connu par beaucoup d'avocats des droits humains. Et donc, chaque fois qu'il y a un cas de Togolais qui vient dans ma région et qu'on demande quelqu'un pour... non pas faire l'interprète, mais pour l'appuyer politiquement, à dire que oui, celui-là, il a fait une démonstration politique, je le connais depuis le pays ou je le connais ici. Mais on m'appelait au tribunal. Et beaucoup de mes frères, je dirais du Nord, Kabien, mes frères de surtout Niamchougou, tout ça, je suis allé pour qu'on leur donne le papier. Parce que je voyais mes frères togolais qui avaient des problèmes, c'est tout. J'ai jamais pensé qu'ils sont du Kabien. Et si vous voulez, je peux vous raconter une histoire qui m'a marqué et qui est plus ou moins personnelle, mais qui peut faire comprendre aux gens que on n'a pas ce tribalisme-là. J'étais en formation pour un training de Caterpillar. J'ai eu un diplôme de conducteur de bulldozer. Et il fallait quelqu'un pour vous cautionner à l'école. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que c'était un métier dangereux. Vous pouvez aller sur un chantier, quelque chose vous tombe sur la tête, vous avez un accident et vous n'êtes plus là. Donc, quand vous entrez dans l'école, on cherche quelqu'un pour vous co-signer, quoi, pour signer pour vous, pour représenter au cas où il vous arrive quelque chose. Et j'avais eu, disons, quelqu'un du Sud avec qui je parlais la même langue et tout. Cette personne a assuré qu'elle allait m'aider à la signature. Et on m'a envoyé, je suis allé donc à l'école. Au moment où on devrait me remettre mon diplôme, on demande à la personne de signer. C'est à ce moment-là que la personne m'a lâché. Et on ne m'a pas remis le diplôme. J'ai dû revenir bredouille. Et comme je n'abandonne jamais, je suis retourné à l'école. Mais imaginez que celui finalement qui m'a co-signé, il est du Nord. Il est du Nord. Et pendant que j'avais quitté l'école pour y retourner, je me rappelle, j'étais dans le bus pendant toute une nuit et toute une journée parce que c'était loin. Depuis l'école jusqu'à ma maison, il y avait une fille Kabien avec qui j'étais dans la chorale à la paroisse où j'étais, qui voulait s'assurer que je n'étais pas devenu fou parce que j'étais fâché, j'ai perdu mon école, etc. Elle m'a appelé depuis l'école, elle me calmait, me racontait des histoires, voulait s'assurer si j'étais bien jusqu'à ce que j'arrive à la maison. C'était une Togolaise du Nord. Donc, je ne sais pas, c'est dans nos têtes quand on veut faire de la politique, quand on veut mentir au peuple, eh bien qu'on introduit ce tribalisme-là. Sinon, à mon avis, ça n'existe pas. Voilà pourquoi récemment encore, j'ai fait une vidéo pour dire que la guerre civile n'aura jamais lieu au Togo. Parce que nous sommes comme ça mariés entre nous. J'ai dans ma famille des sœurs qui se sont mariées aux gens du Nord. Et vice-versa. C'est un petit territoire. Le tribalisme a été introduit par les Blancs pour nous diviser. Et les voyous de la République sont en train de surfer sur cela. C'est tout. Le jour où ils ne vont plus être là, je vous assure que les Togolais entre eux, on n'aura même plus cette histoire de régionalisme. À moins qu'il y ait des farfelus, excusez-moi le terme, qui veulent continuer par dire cela.
Non, nous faisons face au même problème. Nous sommes sur le même territoire. Nous avons faim de la même manière maintenant que M. Faure-Gnassingbé, son système a affaibli le pays. Nous ne sommes pas payés différemment. C'est vrai qu'à un moment donné, dans l'histoire, en 90, par là, on a voulu surfer sur ce truc-là au point qu'on a distribué des armes à nos frères du Nord, hein, pour qu'on s'entretue. Mais pourquoi ça n'a pas marché comme, je dirais, dans d'autres pays où il y a eu les génocides? C'est parce que on avait compris qu'on nous roulait dans la farine. Ça ne pouvait pas avoir lieu. Ouais. Et même dans l'histoire, les Kabyles qui ont quitté... Monsieur Kousset, non, allez, finissez rapidement. Oui, je disais que des Kabyles qui ont quitté leur région à l'époque, beaucoup étaient des cultivateurs. On le voit dans la région où on peut faire les cultures, Palimé et autres. Ben, ils sont dans la région à Daï, etc. depuis des années. Leurs enfants prennent les noms de... Comme je vous disais, là, tu es né un dimanche, on t'appelle Kwasi. Il y a des câbles Kwasi, comme on dit, pour rire. Et moi, je connais des gens du Sud qui s'appellent Toi. Et Toi, c'est un nom du Nord. Donc, il n'y a pas ce tribalisme-là, c'est une fausse affaire, voilà. D'accord, merci beaucoup à vous, en tout cas, pour vos réponses. Je voudrais vous demander, lorsque vous observez aujourd'hui ce qui se passe, le M66, le train de la liberté, rupture, tous ces mouvements, et même quand on voit, j'ajoute à tout ça les partis politiques qui sont à l'intérieur du pays, est-ce que vous ne remarquez pas ce qui fait que aujourd'hui, tout part en vrille, c'est-à-dire chacun garde, je sais pas, ses opinions, chacun donne ses opinions. Il n'y a pas une cohésion derrière. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe puissant. Il n'y a pas un homme ou un groupe d'hommes puissants, des Togolais puissants qui veulent le pouvoir, qui veulent le changement, capables de financer ces groupes, de les rassembler, de les orienter dans la même direction. Ça manque en réalité. Moi, je vois que ça manque. Et c'est ça le vrai problème des Togolais aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas des hommes qui ont les moyens qu'il faut. Les moyens politiques, les moyens financiers pour coordonner les choses dans nombre. Je dis bien, j'observe que en ce moment, nous n'avons pas des Togolais décidés, capables, qui ont les moyens politiques et les moyens financiers pour coordonner les choses dans nombre, pour éviter, pour empêcher ces dérapages que nous observons sur les réseaux d'une manière ou d'une autre. Si je prends votre exemple, c'est vrai, vous avez de très belles idées, mais est-ce que vous avez la capacité qu'il faut, la capacité financière, les moyens qu'il faut pour rassembler les Togolais, pour que les gens pour que les gens puissent quitter ces dérapages-là? Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut aujourd'hui pour faire du lobbyisme, pour contacter les uns et les autres, rassembler les Togolais autour de la même vision, du même objectif? Monsieur Kwasi Kousset, dites-nous toute la vérité. Je vais vous dire la vérité et je vais l'expliquer d'une manière que tout le monde pourra comprendre. Vous savez, pour faire la guerre, je peux dire, pour dégager quelqu'un, parce que là, on a comme devant nous une force qu'il va falloir dégager, oui, un système qu'il va falloir dégager. Alors, quand on a un problème comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. Et la solution passe ici par quoi? Ça passe par les finances. Ça passe par le leadership. Qui va prendre le devant? Qui on va suivre? Qui est charismatique? Vous verrez que, et là je donne des exemples concrets, hein, à l'époque de l'UFC. Pourquoi l'UFC brillait? Le parti donc de Gilles-Christ Olympio. Pourquoi ça brillait? C'est parce qu'on nous a fait croire au Togo que non seulement il était le fils de feu Sylvanus Olympio, mais c'est qu'on le croyait très riche. On nous a dit qu'il a fait des études, Youvovia, il a fait, je sais pas combien de trucs, maîtrise en finance, nanana, il a des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire que j'ai au moins
2 entreprises aux États-Unis. Je peux en créer une autre demain, mais comment je le gère, Dieu seul sait. Parce que pour créer une entreprise, surtout en Europe, c'est vite fait. Mais les moyens financiers, si vous ne les avez pas, c'est que vous ne les avez pas. Maintenant, est-ce que les finances seules peuvent faire la guerre? Si les finances faisaient la guerre, si les finances donnaient l'autorité politique, eh bien, je prends l'exemple des États-Unis. Elon Musk aurait été le président du monde entier. Parce qu'il est aujourd'hui le plus riche d'entrepreneurs des États-Unis. Et même qu'on l'a vu en train de s'approcher de M. Trump plutôt, et ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas que les finances, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu quand on parle de... C'est justement pour ça que j'ai parlé, j'ai dit, le pouvoir financier et en même temps le pouvoir politique. Les deux sont ensemble. Elon Musk a peut-être le pouvoir financier, mais est-ce qu'il a le pouvoir politique? Et si on prend Dangote, si on prend Dangote au Nigeria, il a le pouvoir financier, mais est-ce que lui, il a envie d'être président? Est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? C'est de ça qu'il est question. Mais si vous avez l'ambition de changer votre pays aujourd'hui, vous le savez, certainement, les moyens financiers jouent un grand rôle. Nous sommes face à une dictature de plus de 60 ans qui a beaucoup de moyens. Les généraux qui protègent Fogna Singbe, les amis de Fogna Singbe, les hommes d'affaires qui le protègent, ils ont de gros moyens, pour faire face à n'importe qui, pour le corrompre, pour l'empêcher de faire du mal à ce régime. Et si, en face, vous n'avez pas des gens capables de coordonner les choses, de rassembler les gens dans nombre et de mettre les moyens qu'il faut, est-ce que vous pouvez vraiment arriver à ce changement-là, M. Kwasi Koussé? Je continue sur ma lancée et j'arriverai à votre réponse. C'est-à-dire que là où je développais la chose, je dis, bon, il faut les finances, il y a la volonté politique, il y a ce que je disais, le leadership aussi. S'il y a le leadership qui est charismatique, on appelle ça en fait le pouvoir. Si vous avez un leadership charismatique, c'est ce qu'on appelle pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, eh bien, vous avez les finances. Je me redis, vous prenez l'exemple de Obama. Obama est venu d'une famille, je dirais, pauvre. Comment il a pu accéder à ce truc-là? C'est qu'il était déjà leader dans son quartier, etc. Les gens croyaient en lui. Et quand il s'est annoncé qu'il veut être à la tête de l'État, on lui a trouvé les finances rapidement. Dans le cas du Togo, c'est que, on nous a, dans ce système-là, qui nous a malmenés depuis des années, le système a compris que l'argent était important pour la lutte, l'argent était tellement important pour le contrecarrer. Et à l'époque de Yadema, il y avait déjà cette force financière-là, même derrière Yadema, qui était les Nana Benz. Yadema, tout président qu'il était, il n'avait pas les moyens à l'époque de recevoir des chefs d'État si les Nana Benz ne lui donnaient pas leur Mercedes pour accueillir ces chefs d'État-là. C'est cette dame-là qui avait beaucoup financé Yadema. Et après, on voulu financer l'opposition. C'est pour cela, pour aller vite, que vous voyez aujourd'hui qu'on brûle les marchés pour appauvrir ces dames-là, pour appauvrir la population, pour qu'il ne puisse pas y avoir de financement de la lutte. Alors, les Togolais que nous sommes, on peut réfléchir à cela et se trouver les finances. Comment se trouver les finances? Je vous l'explique. L'ANC a annoncé plusieurs fois, j'ai vu en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, les gens m'ont envoyé des trucs où l'ANC par exemple a annoncé plusieurs fois des GoFundMe, c'est-à-dire des trucs là pour avoir du financement. C'est le mauvais système, ça. Le M66 aussi l'a fait, les gens l'ont fait, mais ça n'a jamais rien donné. C'est vraiment le mauvais système. Et moi, je dis souvent, quand on a essayé et que ça n'a pas marché, on change. À l'époque où moi j'étais encore au Togo,
Et je vous donne un exemple concret. J'étais allé dans un village et j'ai vu que les hommes du village ne travaillaient pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'administration et on était arrivé à un moment dans le pays où l'État n'arrivait même pas à payer les gens. Et surtout quand vous êtes retraité, vous avez des difficultés à vous faire payer par l'État togolais à l'époque. Et dans ce village-là, j'ai vu les femmes qui allaient mettre des sortes de caches dans la lagune, pas lagune de bain, hein, mais je crois c'est le Zio qui passait par là, je me rappelle plus, c'est dans le sud quand même, et qui faisait la pêche. Ils allaient mettre leurs pièges la nuit, le matin ramasser les poissons et allaient les vendre pour nourrir la famille, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et j'ai fait la suggestion à l'époque au parti politique, ou du moins c'est un certain parti politique que j'étais proche un peu de ce parti-là, que pourquoi eux, ils n'arrivaient pas à financer ces dames-là, à leur développer leur métier, pour que quand ces dames-là deviennent riches, elles puissent financer, eux, leurs déplacements, leurs lobbies, etc. Les gens ne m'ont pas compris. Peut-être, et ça c'est souvent ce que les gens disent, qu'on croyait que Kwasi Kloussé allait prendre cet argent-là pour lui-même. Pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a pas beaucoup de Togolais, de par l'éducation que nous avons dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de Togolais qui soient entrepreneurs. Non, attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de Togolais milliardaires aujourd'hui en dehors du cercle fermé de Gnassingbé, qu'il n'y a pas des Togolais milliardaires, des hommes d'affaires très riches, des milliardaires capables de soutenir cette lutte-là à hauteur de milliards, et d'aider les gens. On va les compter sur le bout des doigts. Moi, je vous assure, si on veut les compter, s'ils ne sont pas dans la minorité, où ils pompent les ressources du pays, eh bien, des Togolais qui se soient eux-mêmes faits, qui sont entrepreneurs, ils sont très rares. Et même si on en trouve certains, je crois que leurs milliards, enfin, ils sont dans les millions, pas les milliards. Ils sont dans les millions, pas les milliards. Et j'ai entendu beaucoup d'hommes politiques dire « Ah, vous voulez faire la politique ?» Mais on m'a dit que Makunda est un milliardaire. Quelqu'un met Makunda. Non. Mais vous savez, quand on est... Il y a un adage qui dit que l'argent ne fait pas de... Attendez, monsieur Kloussé. Non, s'il vous plaît, ne nous amusons pas. Nous parlons de choses sérieuses. Vous voyez, au Bénin, nous, je crois que la chance que nous, on a eue, c'est que pendant tout le temps, d'une manière ou d'une autre, l'État béninois a fait des milliardaires. On avait les Patrice Talon, les Adjavon et bien d'autres, les Tchassif, il y avait beaucoup. Ce qui faisait que ces gens-là, parce qu'ils avaient beaucoup de moyens et le Bénin, c'est vrai que le Bénin est plus grand que le Togo. Donc, ils ont, à un moment donné, ils ont utilisé ces moyens-là pour que nous puissions continuer à avoir l'alternance. Les gens qui ont les moyens au Bénin, quel que soit le président là qui est là, lorsque ton mandat finit, c'est-à-dire, ils vont tout faire pour que tu puisses partir. C'est-à-dire, ils utilisent leurs moyens au fait pour faire des choses dans nombre, pour empêcher un président de continuer à gouverner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends. C'est les entrepreneurs. Et si on parle du Bénin, il y a des gens, si je veux citer, je vais citer des noms. Je vais citer des noms des milliardaires béninois. Mais je me demande, est-ce on ne connaît pas des Togolais milliardaires comme ça, capables de relever le défi d'aider ce peuple-là? Je veux bien savoir, est-ce qu'il n'y a pas des Togolais milliardaires en dehors du cercle fermé de Gnassingbé? Il en existe, ils ne sont pas nombreux. Et les derniers en date, qu'on a vite éliminé pour que justement on n'arrive pas à finir la lutte, c'est des gens comme les Bertin Agba, vous voyez. Et là aussi, bon, si on doit en parler comme ça, Bertin Agba, il n'est pas du Sud. Et pourtant, il voulait quand même que le régime change. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas question de tribalisme. Et secondo, les entrepreneurs, ils ne sont pas nombreux au Togo. Or,
ces gens d'argent-là, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne pouvez pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le système que nous avons dans nos pays, si c'est l'administration, même les douaniers qui volent beaucoup, qui volent souvent, ils sont jamais aussi riches. Pourquoi? Parce qu'ils volent et ils ne savent pas investir l'argent. On ne nous a pas appris, surtout dans les pays francophones, à investir l'argent. Or, l'argent, si c'est pas investi, ça ne se multiplie pas. Et donc, il y a des entrepreneurs togolais, oui, ils sont pas nombreux, oui, et ceux-là que je connais un peu, dont je vais pas parler ici, ben, ils se disent que si c'est pas eux au pouvoir, ils vont pas financer la lutte. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous faire observer quelque chose très rapidement pour que vous puissiez mieux nous éclairer. Prenons le cas simple de monsieur Makunda, de cette guéguerre qu'il y a eu entre Makunda et puis le M66, où une partie du M66 avec les partisans de l'ANC sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi je me suis dit quelque chose. Si par exemple monsieur Kwasi Kousser était un homme de nombre, je dis bien, chers amis, écoutez-moi, monsieur Kwasi Kousser était un homme de nombre qui a les moyens financiers, les moyens politiques, on n'allait jamais observer cette guéguerre-là sur les réseaux sociaux. Parce que dans nombre, il ira rencontrer les uns et les autres, il va les asseoir, il va les convaincre, et dans nombre, il va régler ces problèmes-là. Et nous n'avons jamais observé des gens qui veulent les mêmes choses, la même chose sur les réseaux sociaux, en train de se battre, en train de s'insulter. Monsieur Kwasi Kousser pourra aller voir le train de la liberté, il va utiliser les moyens politiques et les moyens financiers qu'il faut pour lui parler, pour le convaincre à ne pas s'attaquer par exemple au M66. Il ira voir par exemple le M66 va leur parler. Il ira voir la rupture. Il ira voir les partisans de l'ANC. Il ira voir tout le monde pour pouvoir les rassembler. Quand je parle de monsieur Kwasi Kousser, je parle de monsieur Kwasi Kousser en tant qu'un système qui est derrière, qui soutient la lutte, qui est capable d'amener les uns et les autres à faire taire leur ego pour tirer dans la même direction. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. Il n'y a pas ça en réalité dans cette lutte au Togo. Est-ce que vous croyez que vous pouvez y arriver? Est-ce que vous avez les moyens de cette politique-là, monsieur Kousser? Je vais être très franc avec vous. Deux choses. On peut être entrepreneur, on peut être très riche, on peut être milliardaire et s'en foutre complètement des problèmes de son pays. Il faut, pour que ça marche, pour que vous trouviez un entrepreneur qui veuille financer, il faut que cet entrepreneur-là soit un patriote. Et les exemples existaient. Au Togo, pour que Olympio, le père, donc Sylvanus Olympio, puisse faire ses déplacements à l'époque, il a fallu des gens qui, comme de Souza, ont mis leur cocotteret à disposition du pays. Et donc de ce monsieur. Monsieur Olympio n'était pas riche, hein, que je sache. Et on le sait, puisqu'on a son cursus scolaire, etc. C'était pas, il a travaillé pour des organisations, comme Unilever. Il n'avait pas une entreprise à lui. Donc, il était financé par les entrepreneurs et ça c'est pas qu'ils doivent être allés à l'école, etc. C'est des entrepreneurs. C'est pour cela que je dis, même nos nanabes, qui sont de très grands entrepreneurs, bien ont financé la lutte. Pas nécessairement dans l'ombre, mais quand on a le poids financier, on l'a. On l'a. Et le Togo n'en a plus aujourd'hui. Et ceux qui ont un peu de sous, ils l'ont fait à la sueur de leur front. Et ils ne sont pas des patriotes. Ouais, donc on manque de cela aujourd'hui. Maintenant, est-ce que quand on voit le problème comme cela, on ne peut pas réfléchir à pallier au problème? Moi, je dis oui.
Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens? Vous avez un moyen de trouver les financements ou d'avoir cette force financière-là? Je vais vous faire une confidence dans ce sens. C'est-à-dire que nous, on a compris depuis longtemps que la lutte là a besoin de financement. Et entre Togolais, ce qu'on a souvent fait, c'est que des petites cotisations. Et pourquoi moi j'ai toujours dit que ces cotisations-là ne peuvent pas marcher? C'est que, et là je ne suis pas en train de vendre la mèche. Moi par exemple, que vous voyez, j'ai eu plus ou moins les mêmes problèmes. Les Togolais qui sont venus aux États-Unis par exemple, on doit, je sais pas, d'abord survivre nous-mêmes, s'adapter et aider les parents au pays. Vous nous voyez en train d'amasser de l'argent, surtout qu'on va travailler pour les gens et qu'on veut aussi briller demain. Si tu veux être dans la société, disons, américaine que je maîtrise, que je connais bien, et si tu ne vas pas, tu ne retournes pas à l'école, tu n'as pas un niveau de vie excellent. Donc, le temps d'aller à l'école et d'avoir cette dette-là de l'école sur ton cou, ben, on ne s'en sort pas. Et donc, beaucoup de Togolais et qui croyaient dans la cotisation pour que ça change quelque chose au pays. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Les GoFundMe, les Téléthons, et puis on se rend compte que, ah ben on a cotisé, mais ça n'atteint jamais l'objectif. Et d'aucuns même, je le disais dans un de mes lives la dernière fois, viennent avec des chiffres, je ne sais pas d'où ils les sortent. Parce que quelqu'un a dit qu'on est peut-être 2 millions de Togolais dans la diaspora et que si chacun cotisait $1, ça va faire $1 million ou bien 2 millions de dollars. Mais si vous n'avez pas un projet, si vous n'avez pas une stratégie de lutte. Bonsoir, Madame Lolita. D'où vous sortez les chiffres? Pourquoi? Parce qu'on pourra vous donner 10 milliards de dollars. Mais vous n'allez pas bien les utiliser parce que vous n'avez pas une stratégie. Est-ce que l'argent que les Togolais cherchent, c'est pour aller s'acheter des mercenaires? Est-ce qu'en achetant des mercenaires, on pourra battre les forces du système qu'il y a sur le terrain? Comprenez que quand on parle système, eh bien on n'a pas affaire aux forces armées togolaises. On a aussi affaire à leurs colons, qui maintiennent en place ce chef d'État-là que nous connaissons. Vous avez parlé de système, ben c'est qu'il y a tout un système derrière. Même le franc CFA, c'est un moyen de guerre contre le peuple, contre nos peuples. Donc si on ne comprend pas la chose comme ça, on ne sait pas comment venir financièrement régler le problème. Est-ce que vous croyez, attendez, monsieur Kwasi Koussem, est-ce que vous croyez que si aujourd'hui, si par exemple, avec les stratégies, je prends monsieur Jean-Pierre Fall par exemple, chers amis, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour continuer dans les guéguerres, s'il vous plaît. Je prends monsieur Jean-Pierre Fall qui est un acteur politique, ou madame Adiamagbo, ok, madame Adiamagbo qui est une force politique sur le terrain. Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui, ces gens-là, ces politiciens-là, qui sont sur le terrain, si ils arrivent à mobiliser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, réellement, avec une bonne stratégie, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent bouger les choses au Togo? Je vais vous retourner la question autrement. On appelle ça, j'ai oublié la manière, bon, mais je vais vous retourner la question autrement. Est-ce que vous croyez que Madame Adiamagbo, ou bien Jean-Pierre Fabre, ou bien un autre Togolais lambda, s'il avait la cote auprès des Togolais, si on l'adulait, non pas pour son argent, il est pauvre, mais il est bon politicien. Je prends donc Tchikpi Achadam. Je ne le connais pas riche. Voilà, mais il a fait un travail formidable. Il a bougé le Togo. Parce qu'il a eu les moyens de le Togo. Et donc, c'est là où je dis la stratégie prime. Ce n'est pas nécessairement une question d'argent. Pourquoi? Parce que si la stratégie est bonne, si par exemple les gens, Madame Adiamagbo avait la côte par exemple, et qu'elle était écoutée des militaires par exemple, elle claquerait du doigt, elle aurait 0 franc dans sa poche,
elle marcherait sur la présidence et les militaires prendraient Fort Gnassingbé et lui remettraient. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non. Monsieur Kouassi, s'il vous plaît, soyons sérieux. Attendez. Je suis sérieux. Attendez, soyons sérieux. Vous savez, si on prend le cas de Tipeee, en Afrique ici et même ailleurs, disons-nous la vérité, il n'y a pas cette révolution, il n'y a pas cette lutte que vous pouvez faire sans les moyens financiers. Moi, j'aurais appris que monsieur Tipeee, il a fait un travail formidable sur le terrain et il a utilisé les moyens financiers. Et après ça, quand les gens, bon, on va parler de trahison, de toute façon, quand ça n'a pas marché, il s'est retrouvé avec des dettes, il s'est retrouvé avec des problèmes. Et ça fait partie des choses pour lesquelles il est aujourd'hui, il est toujours dans l'ombre, c'est ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous soyons sincères. Si on n'a pas une force derrière, une force financière, une force politique, des gens capables d'aller de gauche à droite, de mouiller le maillot, de faire ce qu'il faut. Lorsque, par exemple, celui-là, il est en train de déraper, on puisse aller le voir dans l'ombre, arriver à le convaincre, à le faire taire pour que lorsqu'il sera peut-être devant son panel ou bien devant ses militants, il ne va pas dire autre chose. Et tout le monde va marcher dans la même direction. Pour en arriver là, on a besoin de moyens financiers. On en a besoin. Il y a même des gens qui sont les soutiens, les convaincre. S'il vous plaît, il y a des gens, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. Et aussi longtemps que on n'aura pas cette force derrière pour amener tout le monde à voir dans la même direction, c'est qu'à dire, on serait en train de parler sur les réseaux sociaux. On serait en train de s'insulter, de se réconcilier, de s'insulter, de se créer des choses. Et finalement, la lutte serait là. Et voilà, le changement va tarder. Monsieur Kouassi. Oui, ce que vous croyez que sans les moyens, vous par exemple, si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez même pas aller sur le territoire togolais, vous par exemple. Vous ne pouvez pas aller au Togo. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez aller au Togo? Non, moi je peux retourner. Ça, et là je le dis pour moi-même, beaucoup peut-être ne le croient pas, mais moi je le sais dans mon cœur que si je veux prendre l'avion et rentrer dans mon pays aujourd'hui, je vais rentrer. C'est-à-dire que je vais rentrer peut-être et de quoi ils vont dire il faut qu'on le mette en prison. Mais je suis préparé moi mentalement à tout ce qui peut arriver. Donc, je peux rentrer comme je veux, quand je veux. Ça, je ne le discute même pas. Sauf que on a des responsabilités. Je peux pas, en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, sauter dans l'avion tout de suite et laisser tous mes clients, et ce qu'on a bâti en des quinzaines d'années. Non, j'ai une famille, et c'est comme ça. C'est pour cela qu'on est plus ou moins bloqué. Mais ce que j'allais expliquer, c'est que je vous ai parlé de pouvoir. Le pouvoir est au-dessus des finances. Et je m'explique encore. Monsieur Trump, le président américain, était déjà tellement riche qu'il n'avait pas à être président. Et pourtant, il a voulu cela. Il a voulu arriver à ce niveau. Je donne un autre exemple. Monsieur Tinubu du Nigeria, le président, il était déjà abondamment riche. Pourquoi il veut le pouvoir? C'est parce que ils ont compris qu'il y avait quelque chose au-dessus des finances. Et c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, ben, vous avez tout l'argent du monde en fait. Parce que les gens, l'argent. Oui, ça dépend. Moi, je n'ai pas le pouvoir. C'est-à-dire, je parle encore aujourd'hui à mes frères du M66 ou bien quand je veux parler à Marc Nda, par exemple, il m'a bloqué depuis des années. Il m'a jamais déverrouillé. Donc, comment j'ai pas ce pouvoir-là sur les Togolais puisque mes paroles restent souvent dans les airs. C'est le jour où les Togolais se diront, mais le monsieur là, par exemple, on voit qu'il est charismatique, qu'il a le caractère que nous on veut, ben ils vont mettre les moyens, ils vont vous donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'aller rencontrer, je dirais par exemple, la CEDEAO, que les Togolais vont vous payer le billet. Allez nous représenter. C'est ça. Mais attendez, est-ce que là, vous ne vous contredisez pas? Lorsque vous-même, vous savez que les GoFundMe ne marchent pas,
Si vous demandez aux Togolais de payer quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Les gens ne vont pas continuer. Il faut que vous ayez... Attendez, s'il vous plaît. Les GoFundMe marchent, hein, attendez. Imaginez que vous, par exemple, vous êtes un ami personnel de Tinubu. Et bon, peut-être que dans vos recherches, dans vos aventures, vous êtes un ami personnel de Tinubu. Vous êtes un ami personnel de Donald Trump. Vous êtes un ami personnel de Elon Musk, tout ça. Écoutez, vous avez la possibilité, parce que vous avez le charisme, vous avez ce qu'il faut, d'avoir leur appui. Et comment il s'appelle? Obama, il a eu l'appui des gens qui ont les moyens financiers, et c'est ça qui lui a permis d'arriver à être président des États-Unis. Et c'est comme ça marche. Moi, je me demande, parmi tous ceux-là qui veulent le changement, n'y a-t-il pas des gens qui sont, même s'ils n'ont pas eux-mêmes personnellement les moyens financiers qu'il faut, il n'y a pas parmi vous des gens qui sont proches de Dangote, des gens qui sont proches de Tinubu, des gens qui sont proches des milliardaires, des millionnaires? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on ne remarque pas ça, franchement. Lorsqu'on voit les Togolais, s'il vous plaît, attendez. Lorsqu'on voit les Togolais dans cette lutte-là, ça part dans tous les sens. Quelqu'un crée un panel, quelqu'un dit ici, on dit autre chose, on s'insulte. Mais moi, je vous dis, c'est parce qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une force derrière pour coordonner les choses. Il n'y a pas des hommes puissants. Quand on parle des hommes puissants, je vous jure que c'est des hommes qui sont capables d'aller voir Bakunda, on va lui parler, il va cesser de faire ces désordres-là. C'est des gens qui sont capables d'aller voir les jeunes du M66. C'est des gens qui sont capables d'aller voir tout le monde et ils vont les recadrer. Mais si vous n'avez pas des gens capables de le faire, chacun ouvre son panel, il va parler, il va s'attaquer à quelqu'un qui dit la même chose que lui. Mais écoutez, là, nous sommes dans la pagaille, nous sommes dans le désordre. Nous ne sommes pas dans une lutte parce qu'il n'y a pas des vrais leaders, des gens capables qui ont les moyens financiers et les moyens politiques, le charisme qu'il faut pour pouvoir rassembler les Togolais. Et moi, je crois que normalement, il faut faire ce genre de recherche actuellement. Dans nombre, c'est vrai que nous n'allons pas donner les noms des gens ici. Dans nombre, si les Togolais veulent vraiment que ça change, vous devez commencer, nous devons commencer par faire ce genre de recherche pour trouver des personnes capables de rassembler, de donner les moyens qu'il faut aux gens pour que cette lutte-là puisse aboutir, même si, vous savez, on sait que c'est des contrats, le monde marche comme ça sur des intérêts. Mais il faut avoir le courage, la capacité de voyager. Est-ce que vous, monsieur Kwasi Koussé, depuis que vous êtes aux États-Unis, combien de fois vous vous êtes rendu au Nigeria? Combien de fois vous êtes allé en France? Combien de fois vous êtes allé à Norvège pour rencontrer des Togolais, pour rencontrer des hommes d'affaires, pour leur parler de votre projet? Ou bien vous êtes seulement aux États-Unis, vous allumez votre caméra, vous parlez, mais ça seul ne suffira pas. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Je vais vous décevoir, mais je vais vous dire une vérité crue. Et ça, j'aimerais que ça aille à tous les Africains. Parce que nous sommes à l'heure là où on doit se dire certaines vérités. Joël, je suis un artiste peintre. Est-ce que vous savez que le président Bush, quand il a fini avec l'Irak et tout ça, maintenant il est au repos, il ne fait que la peinture. Le jour où vous allez me voir à côté du président George Bush, on fait un tableau ensemble et que le président viendra dire dans une vidéo que Kwasi Koussé est son ami. Si je m'en vais voir les Togolais pour leur dire que maintenant les Américains sont derrière moi et qu'on va finir la guerre, vous croyez qu'il y aura encore du béret? Il n'y en aura plus parce qu'on croira que oui, Kwasi Koussé a désormais la force. Seulement, et c'est ce que je tiens à vous dire, Monsieur Bush, il est patriote américain. Si, vous l'avez dit, le monde fonctionne par intérêt, s'il doit appuyer Kwasi Koussé, il va lui demander ce qu'il voudrait en retour. Il va dire, par exemple, s'il y a de l'uranium à Kara, qu'il en a besoin, il va mettre la main dessus. Est-ce que ça nous permet de nous dire demain que nous sommes toujours un peuple souverain? N'allez pas, si vous faites ça, monsieur Kwasi Koussé, en fait, ce que vous êtes en train, vous voulez développer là, ce que vous voulez développer ici devant vos compatriotes, si vous développez ça, je vous dis, vous n'aurez jamais les moyens
de faire ce combat-là. Parce que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, toute révolution qui s'est passée, que ce soit au Burkina Faso, au Niger et au Mali, je vous dis, c'est sur des contrats. Sinon, vous n'aurez pas les moyens de faire votre politique. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez prendre le pouvoir, que vous ne pouvez pas faire des réformes. Cela ne veut pas dire que lorsque vous allez prendre le pouvoir ou bien lorsque la dictature va tomber, il n'y aura pas de réformes. Il peut bel et bien avoir des réformes qui vont avantager le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les accords que Faure Gnassingbé a avec les gens là, ces accords-là sont déjà dépassés. C'est pour ça que le pays n'avance plus. Le Togo est arrivé à un moment donné où, vous voyez, et il y a tellement de corrompus, il y a tellement de gens. Et eux, ils ne se préoccupent plus de développer le Togo, mais ils se préoccupent de garder le pouvoir. Mais lorsque il y aura alternance et qu'un nouveau gouvernement sera au Togo, ce gouvernement va se dire, il faut que je fasse au moins le minimum pour ce peuple. Parce que je ne peux pas prendre le pouvoir et continuer dans les mêmes bêtises que mes prédécesseurs. Il faut que je fasse le minimum pour le peuple. Donc les choses vont bouger. Les contrats seront revus, les choses seront revues et vous allez avancer. Nous savons que le Togo a des contrats avec Bolloré par exemple. Si vous venez, Bolloré sera obligé de renégocier les choses avec vous. Ce ne serait pas comme avant. Et ça va avantager le peuple. Mais si vous sortez avec ces gens de déo, vous dites que oui, si on négocie avec les gens comme ça là, on sera obligé. Le monde marche comme ça. Dans les pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Afrique, le monde marche comme ça. Le monde marche comme ça, c'est comme ça. Je sais comment le monde marche. Et c'est pour cela que je veux aller au-delà de votre thèse pour vous expliquer. Pour que quelqu'un qui a besoin de votre pays vous soutienne et que demain, vous changez un peu, disons, les contrats, pour que ça arrive, il faut que vous soyez soutenu par votre peuple. Et là, je vous dis quelque chose, parce qu'il faut qu'on parte de ce live-là avec une solution pour les Togolais. Oui. Si les Togolais disent aujourd'hui que finalement, on a vu tous les partis politiques, on a vu les politiciens, on se dit que c'est Kwasi Kloussé qui doit nous représenter. Qu'on a foi en ce monsieur-là, il pourra faire quelque chose de bien pour le pays. Ça veut dire que j'ai donc le soutien des Togolais. Oui. Ça veut dire que si je leur dis que je veux aller voir monsieur Trump et parler du Togo, mais que je n'ai pas l'argent du taxi, un Togolais pourra me payer le taxi et dire « va négocier pour nous ». Et quand je vais aller négocier et que M. Trump va dire « let's go, je vous appuie, allez libérer le pays, mais vous êtes mon homme ». Et que je vais prendre le pouvoir au Togo donc, et que les Américains diraient « vous savez quoi, nous on va passer par votre frontière là ». Pour aller dire bonjour à Ibrahim Traoré. Je ne pourrais pas refuser, n'est-ce pas? Non, mais non, ce que vous dites, non, attendez, ce que vous dites là n'est pas possible. Ne donnez pas ce genre d'exemple. Parce que si les États-Unis veulent frapper un pays en Afrique, s'il vous plaît, les gens n'ont qu'à oublier ces fantasmes-là. Les États-Unis n'ont pas besoin d'autres pays en Afrique pour taper un territoire. Non, justement, c'est un exemple. Parce que les gens, on se connaît sur les réseaux sociaux. Les gens vont croire que ces choses-là sont possibles. C'est faux. Si les États-Unis, avec leur armement, avec leur puissance, veulent frapper un pays en Afrique, il n'y a pas un autre pays capable de les empêcher de frapper un pays. Donc ça, c'est du fantasme. Il ne faut pas... C'est pas du fantasme. C'est des exemples. Il y a d'autres choses en réalité. Ce n'est pas possible. Les gens non, c'est des exemples et nous sommes dans l'exemple togolais. Mais pour vous dire que oui, les États-Unis peuvent frapper l'Iran aujourd'hui, mais on voit ce que ça donne après. C'est moi qui paie l'essence finalement. Parce que j'ai pas réussi à... la pompe, l'essence à la pompe a augmenté dans mes poches. Non, ouais, s'il vous plaît, je voudrais qu'on soit sérieux. Les Africains je voulais qu'on aille à quelque chose de concret. Les Africains sont trop dans le fantasme. Et je dis, ne donnons pas ces gens d'exemples ici parce que les gens vont croire que si par exemple, votre groupe, vous voulez négocier avec le Nigeria, que vous voulez négocier avec des puissances pour sauver votre pays, ce serait toujours en défaveur
de votre peuple. Non, mais après tout, c'est le Togo. Vous devez voir les intérêts de votre pays. C'est parce que vous ressentez que même si vous signez des accords, ces accords-là vont certainement arranger votre peuple. Ces accords vont permettre ce changement-là. Donc, si vous-même vous voulez quelque chose et que vous vous empêchez d'avoir les moyens, parce que les gens nous écoutent, hein? Les gens nous écoutent, les gens vous écoutent. Oui, et mais déjà vous-même vous dites que... c'est pour cela il faut prendre l'exemple, enfin, il faut expliquer que c'est un exemple. Ils nous écoutent, ils n'ont qu'à bien... Je voudrais, ne faites pas l'erreur de faire croire aux gens que en réalité, pour libérer le Togo, que les gens n'auront pas besoin d'accord avec les gens, que ce soit avec les hommes d'affaires ou avec des pays. On ne fait d'accord, les entrepreneurs, les grandes puissances ne font des accords qu'avec des gens en qui ils ont confiance. Voilà. Et quand ils vous financent, ils ont confiance en vous. Le seul moyen qui vous protège quand ils deviennent eux, parce qu'il ne faut pas avoir confiance en ces gens-là non plus, c'est des entrepreneurs, c'est des businessmen. Et nous, ici aux États-Unis, on les appelle des sharks, c'est des requins. Quand ils vous vendent quelque chose, ils vous donnent l'argent pour $100, ils doivent vous prendre $600 dessus, ok? Et la seule chose qui peut vous sauver, c'est votre population. Et pour cela, il faut que le peuple comprenne ce que vous faites. Il faut que le peuple vous soutienne. Pour le moment, Kwasi Kloussé ne peut pas aller négocier avec Elon Musk pour sauver le Togo. Parce que Kwasi Kloussé n'est pas soutenu par les Togolais. Nous allons, nous tous, dans des sens différents. Vous prenez ce groupe, moi, combien de fois Alto n'a pas demandé le soutien des M66, par exemple, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sait plus ce qu'ils sont devenus. Et donc, c'est ça qui gâche la lutte. Il faut, à un moment donné... Mais pourquoi vous voulez forcément... Pourquoi Alto, attendez. Moi, là où je ne vous comprends pas. Moi, normalement, vous ne devez pas arriver et demander le soutien du M66, le soutien du peuple togolais, sans qu'en amont, vous-même, vous ayez déjà travaillé pour avoir une certaine politique, une certaine puissance financière. Vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire simplement comme ça, et demander le soutien des autres. Il faut déjà mobiliser en votre sein aussi. Quelle est la puissance? Quelle est la puissance de Alto aujourd'hui? Joël, c'est compliqué, mais je tiens à vous expliquer des choses pour vous amener petit à petit au niveau où je voudrais que tout le monde sache ce qu'il doit faire exactement pour qu'on libère le pays. Alors, on disait, nous autres, à la conférence nationale, et c'est là-bas j'ai appris cela, c'était en 91, que quand on va faire le changement démocratique au Togo, il faudra mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça voudra dire tout simplement que si Kwasi Kloussé ne peut pas faire le travail, il ne faut pas prendre Alto, il ne faut pas prendre ce monsieur-là. Alors je repose la question, quel groupe aujourd'hui est capable, et je donne les réalités géopolitiques et autres, quelle est la puissance aujourd'hui, disons dans le monde entier, que les gens respectent? Des gens qui peuvent se déplacer, aller attraper un président d'un autre pays et personne ne bouge, le monde ne bouge pas. Qui? Sinon les États-Unis. C'est juste un exemple, mais je veux qu'on soit concret. Ça veut dire que si on a un Togolais charismatique, dans le genre de, je dirais, Tikpi Achadam aujourd'hui, et qu'il est en Afrique, et qu'il veut mobiliser, sur le plan géopolitique, il aura ce problème-là que il peut aller changer le régime au Togo, et la France viendra le dégommer par exemple. Il ne pourra pas résister, il ne pourra pas parler parce que la France est une puissance. Mais si Kwasi Kloussé, et je donne que mon exemple pour être concret, si Kwasi Kloussé vient et chasse le régime, ce n'est pas la France qui va intervenir parce que Kwasi Kloussé il est en Amérique.
S'il y a un problème, c'est les Américains qui vont intervenir. Ça veut dire que quand on veut mettre Alto, par exemple, sur la balance, nous avons au moins ce poids-là aujourd'hui, qu'on est proche d'une puissance. C'est indéniable. Moi, je me critique, hein. Je ne suis pas en train de dire que Alto est le meilleur. Mais j'ai dit, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place où il faut. Celui qui peut faire le travail, c'est à celui-là qu'on donne l'outil pour aller régler la chose. Vous pouvez pas, on va pas vous mettre dans... Donc vous dites que parce que, si je vous comprends bien, parce que vous êtes aux États-Unis, c'est-à-dire vous dites que vous avez les outils qu'il faut. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur le plan géopolitique. Est-ce que Alto aujourd'hui, si on prend Kwasi Koussé aujourd'hui, quelle est votre puissance, quelle est votre force de frappe sur et laquelle on peut compter, les Togolais peuvent compter pour pouvoir, c'est pas pour dire que ce monsieur il a du potentiel. Et quelle est votre puissance? Bon, en fait, quand on parle de puissance, quel est votre poids, qu'est-ce que vous pesez? Moi, je me mets pas dans la balance. Je laisse ça aux Togolais de juger. Je peux juste leur donner des pistes. Et je vais donner des pistes. Ok, je vais donner des pistes. Quand vous prenez Kwasi Koussé qui vous parle, ok, j'ai participé à la conférence nationale. Et c'est ça qui m'a permis rapidement, depuis 2005, de mettre en place Alto, avec des amis bien sûr. Et donc depuis 2005, Alto est là, qui a travaillé. Vous parlez de voyage, vous parlez de puissance derrière qui peuvent nous financer. On a fait tout le tour. On sait où aller. Mais on sait aussi avec quoi on va revenir. Maintenant, vous prenez toujours Kwasi Koussé, vous l'amenez dans le monde aujourd'hui. Je suis sûr que en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, si vous et moi, on va à la banque pour prêter de l'argent et que vous travaillez pour quelqu'un, la banque ne va pas vous donner le même montant qu'à moi, en qui ils ont un potentiel en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que oui, si je voulais, d'ailleurs ça tombe bien parce que il n'y a pas longtemps, on m'a proposé si je voudrais vendre mon entreprise parce que quelqu'un voudrait en faire une entreprise qui prenne tous les États-Unis, parce que le système que j'utilise, eh bien, n'est pas populaire. C'est un système que j'ai développé après avoir travaillé justement pendant 8 ans pour les Américains. Et le système que j'ai développé aujourd'hui dans mon entreprise a du potentiel. On me propose de l'acheter donc. C'est pour vous dire que si on me prend toujours, on va sur le plan politique. Rien que le nom, Kwasi Koussé, dans tous les villages, vous parlez de Kwasi Koussé, on vous demandera au moins 2 choses. Est-ce que c'est l'ancien Premier ministre? Pourquoi? Parce que le nom est connu. Ou bien on vous dira, ah, c'est lui qui est aux États-Unis puisque l'autre, il est mort aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a 2 Kwasi Koussé et l'un est aux États-Unis. Et on connaît ce nom-là depuis la conférence nationale. Donc, je m'excuse, Joël n'est pas encore connu dans mon village, mais Kwasi Koussé est connu jusqu'à Kara. Je parle que des réalités. Hein. Et quand on prend toujours la politique togolaise, il n'y a pas eu de moment aussi où on a tellement parlé du Togo que après les élections de 2020 où feu président Agbéomé Vincent Kodjo avait gagné et le prélat Monseigneur Poudro et lui-même ce qu'ils sont devenus, mais avant ce qu'ils ont fait, à savoir ce qui n'a jamais été fait au Togo, un gouvernement en exil. J'ai quand même appartenu à ce gouvernement, et pas comme n'importe qui, comme le ministre de la Sécurité. Et quand vous prenez ce poids-là, ça veut dire que si vous, Joël et moi, on va aujourd'hui discuter sécurité au Togo, quelque part,
on m'écoutera plus tôt ou plus vite que vous. Parce qu'on n'a pas le même poids. Je ne suis pas en train de vous dévaluer. Hein. Je vois ce que je représente. C'est normal. Non, voilà. Et je le dis aux Togolais pour qu'eux-mêmes fassent leur jugement. Moi, je ne vais jamais m'imposer aux Togolais. Mais j'ai toujours dit que si les Togolais me donnent pour mission de faire quelque chose, je vais l'accomplir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui... Attendez, monsieur Kwasi, là où je ne suis pas d'accord avec vous, là où moi je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais Deux secondes, Joël. Il y a quelqu'un qui demande si c'est Kwasi Cloutier de l'IDH. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Je ne suis pas de l'IDH. Le Cloutier de l'IDH, c'était l'ancien premier ministre de Feu Eyadema. Et Eyadema est mort. Et son premier ministre aussi est mort. Moi, c'est Kwasi Clousset. Je suis de Baie. Ça fait près de 25 ans que je suis aux États-Unis. J'ai été ministre que dans le gouvernement en exil. Donc de Monsieur Agbeome Mensah Kodjo. Je n'ai jamais travaillé pour les Nyasingbe et je ne vais jamais travailler pour les Nyasingbe. Okay, je tiens à le dire. Voilà. Merci beaucoup à vous. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, je ne serai jamais d'accord avec vous. Lorsque vous dites que les Togolais, si les Togolais vous donnent le pouvoir d'agir, vous allez agir pour les Togolais. Moi, je crois que en tant que Togolais et que vous avez une vision, vous voulez que ce pays-là change. Normalement, le Togolais doit se dire, c'est à moi de trouver les moyens qu'il faut. C'est à moi de trouver les moyens politiques, les moyens financiers qu'il faut. Et de venir proposer quelque chose aux Togolais pour les amener en réalité à me suivre. Parce que j'ai du charisme, j'ai du cran. Je peux faire le travail. Si je fais tout pour trouver les moyens qu'il faut, les moyens financiers, les moyens politiques, les accords qu'il faut, les Togolais me suivront. Si j'ai du charisme, si j'ai ce qu'il faut, les Togolais me suivront. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, Madame Marguerite Nyankade, elle est en prison. Si vous entrez sur le territoire togolais aujourd'hui, ils vont vous emprisonner. Ils vont certainement vous emprisonner. Maintenant, si moi, je suis un Togolais et que je veux vraiment travailler, je veux vraiment le changement, je ne vais jamais me mettre sur les réseaux sociaux. Vous n'allez jamais me voir. Tant que je n'aurai pas les moyens financiers, les moyens politiques qu'il faut et que je vais vraiment faire le travail qu'il faut. Prenons le cas de Madame Marguerite Nyankade. Avant de commencer par parler, si cette dame s'était donné les moyens qu'il faut, les moyens politiques, il s'est rapproché des gens à l'extérieur, un peu partout, il a fait des trucs en sourdine. Sur le territoire national également, il a eu des accords avec les partis politiques, avec des gens, avec le peuple togolais. Vous pensez qu'on peut l'arrêter facilement comme ça et que le peuple ne va pas se soulever? Même si vous avez la volonté et que vous ne travaillez pas, vous ne vous donnez pas les moyens qu'il faut, ils vont vous arrêter, rien ne va se passer. Mais si vous faites le travail en sourdine, les gens seront déjà prêts parce que vous auriez déjà préparé ça, votre arrestation. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils vous touchent là, lorsque eux-mêmes vont se rendre compte que si je touche à ce monsieur Clousset, le pays risque de basculer, ils ne vous toucheront pas. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que les Togolais, chers amis, avant de commencer par dire je veux faire la lutte, moi au départ, franchement, je croyais qu'il y avait un groupe comme ça qui faisait le travail dans l'ombre, franchement. Avant de commencer par faire la lutte, par dire je veux faire ce truc là, si on est responsable, il faut d'abord se donner les moyens qu'il faut. Dans l'ombre, en sourdine, dans le secret. Il faut avoir les accords qu'il faut. Il faut toucher les gens et voir que c'est possible. Il faut que vous ayez des accords, les gens qui vont vous dire, non, il n'y a pas de souci. Nous allons vous soutenir. Vous pensez que Fagne Nsingbe là, avec son groupe de ceux qui l'entourent et qui oppriment, il y a des gens, ils savent qu'ils ne peuvent jamais aller contre ces gens-là. En international, si ces gens-là leur tournent dos, ils savent que c'est grave. Et si vous arrivez à avoir l'accord de ces gens, si vous arrivez à avoir ce pouvoir politique, monsieur Clousset, vous n'auriez même pas besoin des réseaux sociaux pour changer c'est-à-dire vous rendre visible sur les réseaux sociaux
pour apporter un changement significatif au Togo. Donc, moi, ce que je fais ma préoccupation, c'est que les gens, au lieu de sortir sur les réseaux sociaux, avant, il faut déjà en sourdine faire le travail, avoir les accords politiques, c'est-à-dire avoir les moyens financiers, des soutiens, des hommes d'affaires, des hommes publics, des gens. Et le jour où vous vous levez comme ça, le jour où on vous arrête, au Togo, vous allez voir. Adebayor, comment il s'appelle, le joueur là, c'est un exemple que je donne. Hein. Adebayor sortira pour défier le gouvernement. Le jour où on va vous arrêter, le président ghanéen va sortir pour dire non, jamais, vous ne pouvez pas arrêter celui-là. Le jour où on va vous arrêter, vous allez voir Jean-Pierre Fall va soulever ces gens. Vous allez voir Adjamago va soulever ces gens. Vous allez voir, ils ne pourront pas parce que vous aviez travaillé dans l'ombre et les gens vous font confiance. Ils savent que celui-là, c'est un homme de confiance. On a des accords avec lui, on ne peut pas l'abandonner. Mais si les gens ne font pas ce travail-là en amont et ils disent ils veulent lutter contre une dictature vieille de plus de 60 ans, des gens qui ont emmagasiné de l'argent, qui ont les moyens financiers de corrompre les gens, d'empêcher qu'on les renverse, s'il vous plaît, on serait en train de parler, jusqu'au jour où peut-être la conscience collective va changer et les Togolais vont, voilà, le changement va arriver.